Bonjour à tous. Donc là, nous venons d'ouvrir le webinaire. Nous allons commencer d'ici 1 ou 2 minutes en attendant que tous les participants se connectent. Donc là, bonjour à tous. On va commencer d'ici 1 minute. Bonjour. Donc le nombre de participants c'est à peu près stabilisé. Je pense qu'on va commencer doucement sur ce webinaire d'information à l'attention des porteurs français. Donc, c'est dans le cadre de l'appel à projet, le premier appel à projet du partenariat Biodiversa Plus qui vient juste d'être lancé, qui est sur soutenir la protection de la biodiversité et des écosystèmes dans les zones terrestres et maritimes. En termes d'intervenants, pour la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, il y aura donc Claire Bléry en tant que directrice du partenariat Biodiversa Plus et Cécile Mandon, chargée de mission dans l'équipe opérationnelle du partenariat Biodiversa Plus. Au niveau de l'ANER, nous sommes, donc il y a moi, Sophie Germain, en tant que chargée de projet scientifique, et Juliette Bétus, qui est également chargée de projet scientifique et qui sera le principal point de contact pour les porteurs de l'ANR et pour tous les porteurs. Donc, on est au niveau du département environnement, écosystème, ressources biologiques et nous sommes en charge pour cet appel du secrétariat. Donc, concernant le programme du webinaire, il y aura une première phase d'introduction avec une introduction générale et ensuite une présentation rapide du partenariat Biodiversa Plus et le fonctionnement, comment fonctionne un appel à projet conjoint. Et ensuite, il y aura 3 sessions thématiques suivies par 2 sessions questions-réponses. La première sera sur les thématiques de l'appel et les types de projets financés. La deuxième sera sur la constitution des consortia. Ces 2 sections seront suivies par une session questions-réponses et ensuite il y aura une section plus sur les règles d'éligibilité et de financement par l'ANR et nous conclurons ensuite le webinaire. Juste pour rappel, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui ont pu assister au webinaire de mardi dernier, le 12 octobre, à destination de tous les porteurs, donc de la communauté scientifique internationale. Vous avez la possibilité de visionner ce webinaire en replay à l'adresse qui vous est donnée ici. Et également, vous avez accès à la présentation. Donc, il y a des choses qui seront un tout petit peu redondantes où on va passer un peu plus rapidement. Et il y a des choses où on va aller moins en détail parce que ça a été très développé dans le webinaire général. Voilà. Donc, concernant les instructions du webinaire, pour information, le webinaire est enregistré. L'enregistrement sera disponible sur les sites de la FRB et de l'ANR. Donc, seuls les présentateurs peuvent activer leur micro. Et pour toute question, il faut utiliser la fonction qui est appelée Q&A pour toute question. Donc, on vous invite à poser vos questions sur les sessions thématiques en particulier. Donc, il y aura 2 sessions questions-réponses où on aura le temps de répondre à vos questions. Voilà. Donc, concernant une introduction générale, donc l'implication de l'ANR dans Biodiversa et le partenariat Biodiversa Plus. Donc, depuis le commencement de Biodiversa, l'ANR a toujours été très impliquée dans les activités de ces différents ERANET CoFund Biodiversa, dans ce partenariat et dans ce nouveau partenariat Horizon Europe. L'ANR a notamment coordonné tous les appels à projets entre 2015 et 2020 en tant que secrétariat des appels.
est également impliqué dans de nombreuses actions, notamment le suivi des appels à projets, le lien avec les différentes initiatives, l'organisation de certains événements de type kick-off, clustering ou data management, la communication et la dissémination. Donc toujours en lien avec la FRB, Claire vous en dira un mot. Donc l'ANR ici est impliquée dans le partenariat Biodiversa Plus à plusieurs échelles. Déjà, tout d'abord en tant qu'agence de financement dans le cadre de cet appel et dans les 5 autres futurs appels à projets qui seront lancés dans le cadre de ce partenariat, mais aussi a un rôle actif dans le fonctionnement de l'initiative en tant que leader d'un pilier du partenariat pour promouvoir et soutenir les projets et programmes de recherche et d'innovation. Et ensuite, comme je vous l'ai déjà précisé, elle a un rôle en tant que secrétariat des appels à projets. Qu'est-ce que ça veut dire, secrétariat des appels à projets? C'est-à-dire qu'on sera point de contact principal pour tous les porteurs, pas seulement les porteurs français, mais pour tous les porteurs des différentes agences qui seront impliquées. Donc ici, dans le cadre de ce partenariat, de cet appel-là, il y aura, on est 36 pays, si je ne me trompe pas, impliqués dans cet appel. Donc, on sera en charge également du processus d'évaluation et donc à l'interface entre les porteurs, le comité de pilotage, c'est-à-dire tous les financeurs et les évaluateurs, c'est-à-dire soit le comité d'évaluation indépendant international qui sera présent en étape 1 et étape 2 et les experts externes en étape 2. Voilà, maintenant je vais laisser la main à Claire Bléry, qui est la directrice du partenariat Biodiversa Plus, pour nous présenter rapidement ce qu'est le partenariat et le fonctionnement d'un appel à projet conjoint. Merci Sophie. Et un petit mot avant sur aussi les implications de la FRB dans le partenariat. Donc Sophie vous présentait les implications de l'ANR du point de vue de la FRB. Donc la FRB est également impliquée dans Biodiversa depuis 2008 et a joué un rôle d'accueil de l'équipe opérationnelle et puis de la coordination aussi de Biodiversa. Et donc dans Biodiversa Plus, la FRB va continuer à jouer un rôle important dans l'accueil de l'équipe opérationnelle qui suit en fait la mise en œuvre du partenariat. Et puis, elle accueille également le vice-président du partenariat qui est Xavier Leroux. Et puis, la FRB a un rôle d'interface sciences-société, sciences politiques au niveau national et va donc également s'impliquer dans certaines de ces activités qui seront développées au niveau européen dans le cadre du partenariat. Voilà, pour vous donner un peu une idée du rôle de la FRB dans le partenariat. Mais donc maintenant, je vais passer à la présentation, comme le disait Sophie, du partenariat en tant que tel et du fonctionnement des appels conjoints prévus dans le cadre du partenariat. Donc, prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc, Biodiversa Plus, déjà, alors peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec Biodiversa et les actions de Biodiversa et nos précédents appels. Là, on parle de Biodiversa Plus, qui est une nouvelle étape, le nouveau partenariat européen cofinancé par la Commission européenne. Et c'est un partenariat qui va se construire, enfin, qui s'est construit en partant de l'expérience de Biodiversa et qui va renforcer ce que faisait Biodiversa, mais tout en se basant sur son expérience. Vous voyez là un petit peu l'action qu'a eu Biodiversa ces dernières années pour le soutien à la recherche sur la biodiversité, les services écosystémiques et les solutions fondées sur la nature. Depuis 2008, Biodiversa a lancé 10 appels à projets permettant de financer des appels à projets de recherche pour un montant total de 237 millions d'euros, dont 150 millions d'euros qui ont été mis sur la table en argent frais par les différents partenaires et la Commission européenne qui participaient à ces appels. Et avec ce budget, donc on a pu, depuis 2008, financer 125 projets de recherche, 863 équipes de recherche et 3097 scientifiques qui étaient donc impliqués dans ces équipes de recherche. Donc voilà, ça c'est une idée un petit peu un bilan du soutien au financement de la recherche par rapport à Biodiversa, enfin qu'a apporté Biodiversa. Et donc là, dans le cadre de Biodiversa Plus, prochaine slide. Il y a donc on se base un peu sur les sorties de Biodiversa, on construit sur l'expérience de Biodiversa, mais l'idée de ce partenariat européen, Biodiversa Plus, c'est d'aller
d'aller au-delà, d'avoir une nouvelle approche et une ambition renforcée par plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est en termes de couverture, en termes de membres dans le partenariat. Jusqu'à présent, on avait principalement des financeurs de la recherche et des organismes en charge de la programmation de la recherche. Là, on a un partenariat qui va également impliquer des ministères de l'environnement et des agences de protection de l'environnement. On a davantage de pays aussi qui sont impliqués dans le partenariat. Pour ceux qui sont habitués aux appels Biodiversa, vous voyez déjà avec ce premier appel qu'on a plus de pays impliqués par rapport à nos précédents appels. Là, dans le partenariat, au total, on a 75 membres de 37 pays, donc c'est plus que ce qu'on avait dans Biodiversa. On a également un portfolio d'activités qui est renforcé et plus varié, avec un cœur d'activité qui reste aussi le financement des activités de recherche avec des appels à projets de recherche réguliers, mais également des activités de monitoring, le renforcement d'activités d'interfaçage sciences-société, sciences-politiques, et le renforcement d'activités à l'international également. Le budget également pour le partenariat est substantiel. C'est un partenariat qui va durer de 2021 à 2028 avec un budget global de plus de 800 millions d'euros, dont 165 millions d'euros de cofinancement par la Commission européenne. Et donc, en termes de répartition de ce budget, vous voyez que la majeure partie reste tout de même dédiée au financement de la recherche, puisque 64% de ce budget ira dans le financement de projets de recherche via nos appels à projets. Et donc, c'est également un partenariat qui s'inscrit dans un paysage plus global où on va également être amené à collaborer avec d'autres initiatives existantes dans le paysage, d'autres outils. Et donc, en s'inscrivant dans une logique de complémentarité avec ce qui va être mis en place au niveau de Horizon Europe, d'autres partenariats et des missions au niveau européen. Je veux bien la prochaine slide. Vous avez ici un aperçu des objectifs et de la vision pour le partenariat. Donc, on va travailler autour de 5 axes principalement dans ce partenariat. Il va y avoir un premier axe qui est le soutien à la recherche et l'innovation, donc principalement via les appels à projets. Après, on a un autre axe qui est autour du renforcement de la surveillance de la biodiversité, de Biodiversity Monitoring, au niveau européen et la mise en place d'un réseau transnational de surveillance de la biodiversité. On a tout un aspect aussi pour le renforcement du déploiement des solutions fondées sur la nature et puis le renforcement des liens avec le secteur privé pour que la biodiversité soit également intégrée dans les stratégies du secteur privé. On a également tout un plan d'activité autour de l'interfaçage science-politique pour aussi que les résultats de la recherche soient pris en compte dans la mise en place de politiques et renforcer les ponts entre recherche et politique. Et on a tout un plan d'activité aussi d'internationalisation de la recherche européenne. Et donc tout ça avec l'idée de contribuer à des objectifs généraux d'ici 2030-2050, de ne plus avoir de perte de biodiversité d'ici 2050, de contribuer au déploiement des solutions fondées sur la nature, et puis que la biodiversité soit la base d'un développement durable globalement. Voilà pour la vision un peu globale. Je viens la prochaine slide. C'est une vision qui est également développée dans l'agenda stratégique de recherche et d'innovation qu'a développé Biodiversa Plus. Donc, c'est un agenda stratégique. Cet agenda stratégique va expliquer le type de recherche que le partenariat vise à soutenir et puis les différentes thématiques qui seront soutenues. Il sera officiellement publié en novembre. Donc, pour le moment, vous ne pouvez pas encore le trouver, mais donc on fera un lancement officiel en novembre. Vous voyez là un peu les grands thèmes qui seront soutenus. Qui vont d'une meilleure connaissance de la biodiversité, de ses dynamiques, et puis des solutions fondées sur la nature, et puis après des thèmes plus thématiques autour de la protection de la biodiversité et de la restauration. Et c'est dans ce thème-là principalement que s'inscrit l'appel dont on va vous parler aujourd'hui, des changements transformatifs, et puis de l'action globale de l'Europe. Prochaine slide. Voilà. Et donc, en termes d'opportunités de financement dans le cadre de Biodiversa Plus, un petit mot pour vous dire que sur les 7 prochaines années du partenariat, il y a 6 appels à projets de recherche
qui sont prévus, qui devraient chacun permettre de financer, avec chacun plus de 40 millions d'euros réservés donc pour financer des projets de recherche. Et donc, on anticipe de financer à peu près 30 projets par appel. Et donc, ce sera des appels qui seront lancés annuellement, comme on le faisait jusqu'à présent dans le cadre de Biodiversa. Prochaine slide. Et donc là, maintenant, pour en arriver un peu plus concrètement à l'appel à projet dont on va vous parler aujourd'hui, le premier appel à projet Biodiversa Plus, une petite explication de comment fonctionne cet appel à projet conjoint entre les partenaires Biodiversa Plus et la Commission européenne. Dans le cadre de ces appels-là, on a plusieurs partenaires qui décident ensemble de lancer un appel à projet conjoint. Là, dans l'appel dont on parle, il y a également un cofinancement de la Commission européenne. Donc, quand les partenaires décident ensemble de lancer cet appel, ils se mettent d'accord sur une évaluation commune qui va être faite au niveau de l'appel par un comité d'évaluation indépendant. Et c'est ce comité d'évaluation indépendant qui va évaluer les projets soumis et aboutir à la fin du processus à une liste de classement des projets. C'est une liste unique. Et c'est cette liste-là qui va en fait permettre aux financeurs qui participent à l'appel de sélectionner les meilleurs projets à financer. Et donc, les financeurs de l'appel, les différentes agences qui participent à l'appel, suivent réellement la liste de classement qui est, qui est faite par le comité d'évaluation. Elle ne peut pas dévier de la liste. Donc, c'est vraiment le comité qui classe les meilleurs projets et les agences financent en fait les meilleurs projets tels que classés par ce comité d'évaluation. Et donc, il n'y a pas dans ce contexte de sélection, de pré- ou post-sélection au niveau national. Les agences se plient un petit peu aux résultats de l'évaluation faite par ce comité indépendant. Et avec ça, je vais redonner la main à Sophie pour vous présenter un peu le détail de l'appel. Merci Claire. Donc là, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a donc les sessions thématiques. Il y aura 3 sessions thématiques. Je vais commencer par la première, qui est sur la thématique de l'appel et les types de projets financés. Donc sur l'appel à projet, soutenir la protection de la biodiversité des écosystèmes dans les zones terrestres et maritimes. Comme je vous l'ai dit préalablement, cette session a été très détaillée dans le webinaire général du 12 octobre 2021 à destination de la communauté internationale. Donc, je vous invite, si vous voulez plus de détails, à visionner ce replay. Donc, tout d'abord, pour vous dire que tous les environnements sont éligibles, vraiment tous. C'est-à-dire que ça couvre que ce soit l'eau douce, les environnements marins, les environnements terrestres. Les propositions peuvent aborder uniquement un environnement. Les propositions comparant différents environnements ou étudiant les liens entre environnements, par exemple entre les environnements terrestres et aquatiques, sont bien évidemment les bienvenus. L'appel couvre aussi les recherches sur les régions ultra-périphériques et les pays et territoires d'outre-mer. Et les propositions traitant d'un seul environnement, par exemple terrestre, ne seront pas défavorisées en comparaison des propositions traitant de plusieurs environnements. Il faut noter également un des critères, c'est que les projets de recherche financés devront aller au-delà d'une étude de cas unique. Concernant les thèmes, il y a donc 3 thèmes différents. Donc le premier thème, c'est sur la connaissance pour identifier les zones de conservation prioritaires, établir des réseaux écologiques efficaces et résilients, améliorer la protection des espèces et préserver la diversité génétique. Ensuite, le deuxième thème est sur les avantages et les coûts multiples de la biodiversité, de la protection des écosystèmes, les synergies et les compromis. Et le troisième thème, c'est sur la gestion efficace et la gouvernance équitable pour obtenir des résultats de conservation, conservation audacieux. Donc là, pour avoir le texte de l'appel, on vous invite à consulter le document général, le document principal, qui est appelé les Call Documents, que vous pouvez télécharger à l'adresse suivante, où vous aurez tous les détails des thèmes dans le premier document des Call Documents. Ensuite, au niveau des types de projets visés, on vous rappelle les principaux critères d'évaluation. Déjà, pour les pré-propositions, il y a 3 critères. Il y a l'adéquation à la thématique de l'appel, la nouveauté de la recherche proposée,
qui seront évalués donc par le comité d'évaluation côté scientifique. Et ensuite, il y a le troisième critère qui est l'impact sociétal et ou politique, qui sera évalué également par le comité d'évaluation indépendant, mais côté ce qu'on appelle politique gestion. Ensuite, si vous êtes invité en étape 2, donc vous aurez à soumettre une proposition complète. Et là, il y aura également 3 critères d'évaluation. L'excellence scientifique. Le deuxième critère, la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre. Et ensuite, l'impact également, dont la pertinence sociétale et politique et l'approche pour l'implication des parties prenantes. Donc, attention, la soumission d'une préproposition, c'est-à-dire à l'étape 1, est obligatoire. Et on vous invite également vivement à consulter les critères et sous-critères d'évaluation qui sont décrits dans le document 6 du document général Call Documents. Voilà. Pour les types de projets visés, là, je vais laisser la main à ma collègue Claire Bléry pour ça et elle vous expliquera également un peu les guides qui sont proposés au niveau de Biodiversa pour vous aider à mettre en place votre projet. Merci Sophie. Comme vous avez pu commencer à le voir avec les critères d'évaluation qui sont utilisés dans le cadre de l'appel, en fait, on attend des projets qui sont déposés et qui sont financés de répondre à plusieurs critères. Le premier, c'est de démontrer une excellence scientifique. On attend également que les projets démontrent une multidisciplinarité lorsque c'est pertinent pour les questions de recherche que vous allez traiter dans votre projet. Également de démontrer une valeur transnationale ajoutée. Et donc par là, dans la valeur transnationale, il y a 2 aspects. Il y a des aspects de valeur ajoutée directe, parce que là, typiquement, on est dans le cadre de projets, vous allez impliquer plusieurs équipes de plusieurs pays, mais il peut aussi y avoir une valeur ajoutée indirecte, parce que vous participez à une meilleure compréhension au niveau global de certaines questions, parce que il y a les questions de recherche que vous abordez, puis les résultats que vous aurez vont contribuer aussi à des processus politiques au niveau international. Parce qu'il y a une capacité d'upscaling des résultats. Enfin, voilà, il y a pas que la valeur transnationale n'est pas que la composition du consortium, il y a d'autres aspects derrière cela. On attend également des projets qui impliquent les parties prenantes dans leur projet de recherche et qu'ils démontrent une pertinence politique et sociétale. Alors, ça peut sembler être beaucoup d'attentes, mais donc retenez que c'est des attentes qu'on a au niveau de l'échelle globale du projet et pas au niveau de chaque équipe impliquée dans un projet. Et donc, assurez-vous que du coup, au niveau global dans le projet, vous ayez des personnes impliquées qui ont l'expertise pour appuyer ces différentes attentes. Et pour vous aider également, donc je viens à la prochaine slide, pour vous aider à préparer votre proposition puis à répondre à certaines de ces attentes, Biodiversa a développé plusieurs guides pratiques. On vous met là l'exemple de 4 guides qui sont tous les 4 disponibles en ligne et téléchargeables. Il y a tout d'abord le Biodiversa Stakeholder Engagement Handbook, qui est un guide avec des outils pratiques pour vous aider à impliquer les parties prenantes dans vos projets de recherche, donc en ayant des guides sur quelles parties prenantes impliquer, comment les impliquer, quelle méthode pour l'implication des parties prenantes. On a un autre guide qui est le Policy Guide, qui lui est tourné qui aide à la compréhension de ce qu'est la pertinence politique d'un projet de recherche et qui explique également comment cet aspect-là est évalué dans les appels à projets de Biodiversa, et qui va également vous donner quelques conseils concrets et méthodes pour identifier les politiques auxquelles votre projet peut contribuer et comment amener à présenter cette pertinence politique dans vos projets de recherche.
Un autre guide qu'on a développé, c'est le Citizen Science Toolkit. Alors là, vous n'allez peut-être pas tous être intéressés par ce guide parce que ce n'est pas obligatoire de prévoir des Citizen Science dans les projets de recherche qui sont déposés. Mais si c'est une approche qui vous intéresse, il y a ce guide qui a été développé pour présenter quelle peut être la valeur ajoutée d'utiliser du Citizen Science, comment faire face à certaines barrières ou certaines difficultés lorsqu'on veut faire appel à du Citizen Science dans des projets de recherche, et puis aussi des ressources avec des liens vers des ressources existantes pour mettre en place du citizen science dans des projets de recherche. Et le dernier guide qu'on aimerait vous présenter, c'est un guide qu'on a fait plutôt sur la gestion des données. Vous verrez quand vous préparez votre projet que c'est également une attente dans cet appel. On vise à soutenir une recherche qui est la plus ouverte possible. Et donc, vous serez invité dans vos projets à développer en étape 1, donc pour les pré-propositions, indiquer en fait comment est-ce que vous comptez gérer les données dans votre projet de recherche de la manière la plus ouverte possible. Et en étape 2, si vous êtes invité à soumettre une proposition complète, vous serez aussi on vous demandera également de développer un premier data management plan, enfin un plan de gestion de vos données préliminaire. Et donc voilà, dans le guide qu'on a développé, vous trouverez également toute une série de ressources ce que c'est que la recherche ouverte, qu'est-ce qu'il y a comme ressources qui existent, et puis des conseils aussi pour la rédaction de votre guide de gestion des données. Voilà, donc c'est quelques ressources qu'on vous invite à consulter qui, on espère, pourront vous aider dans la préparation de votre proposition. Merci Claire. Donc là, nous allons rentrer dans la section 2 sur la constitution des consortia. Et après, on aura un temps de questions-réponses à la fin de cette session. Pardon. Donc, concernant la constitution des consortia, ce qu'il faut se rappeler, c'est un des principaux critères d'évaluation d'éligibilité pour cet appel. C'est que le projet doit être un projet transnational. Il doit impliquer des partenaires éligibles d'au moins 3 pays différents et participant à l'appel à projet et demandant un soutien financier d'au moins 3 organismes de financement différents participants. De plus, il faut bien noter qu'il faut avoir au minimum 2 partenaires éligibles qui doivent appartenir à des États membres de l'Union européenne ou à des pays associés à Horizon Europe participant à l'appel à projet. Donc là, pour avoir la liste des pays et des agences de financement mises à jour, on vous invite à aller sur le site de Biodiversa à l'adresse qui est indiquée ici. Concernant la taille des consortia, là, c'est une moyenne. C'est pour Biodiversa finance des projets de taille moyenne avec une enveloppe globale par projet qui se situe environ entre 1,2 et 1,5 million d'euros. Et il y a en moyenne 5 partenaires de pays différents, avec bien entendu, un minimum de 3, comme indiqué préalablement. Pardon. Concernant l'aide à la constitution des consortia, on vous rappelle qu'il y a un outil qui a été développé par Biodiversa Plus. Vous trouverez l'adresse ici. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire ou d'un projet à rejoindre, il faut utiliser ce lien. Donc après, vous avez la possibilité soit de visionner, soit de créer un formulaire. Ce formulaire sera visible sur la plateforme et vous pourrez être contacté par d'autres équipes, par d'autres candidats. Et après, vous avez la possibilité également de consulter ces formulaires qui sont soumis grâce à des filtres applicables au paramétrage du moteur de recherche, soit par pays, soit par discipline, soit par mots-clés. Voilà. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur tout ce qui a été dit préalablement, n'hésitez pas à les poser. Alors, Sophie, on a une question. Est-ce que les entreprises ou la chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture sont éligibles? Oui, alors là, je pense que ça rentre plus dans la 3e section qui sont sur les règles d'éligibilité et de financement de l'ANR. Mais oui,
Mais par contre, il y a certaines règles à suivre. C'est là où on va vous inviter à étudier précisément le règlement financier de l'ANR. On va vous donner le lien. Pour les cas où vous avez des doutes, parce que n'hésitez pas à nous contacter. Parce que c'est un peu du cas par cas. Mais oui, bien sûr, en règle générale, elles sont éligibles. Les entreprises en difficulté financière, de par la règle de la réglementation européenne, ne sont pas éligibles au financement par l'ANR. Voilà. On pourra y revenir un peu plus tard. Merci Sophie. On a une deuxième question. Bonjour, pour la mise en place des partenariats, devons-nous avoir la liste complète lors du premier rendu? Donc, si je comprends bien, c'est est-ce que vous avez besoin de la liste complète en première étape pour la soumission de la première étape? Je dirais que oui, parce qu'il y a très peu de changements qui sont autorisés entre la première étape et la deuxième étape, étant donné qu'à la première étape, les pré-propositions vont être évaluées et sur la base de cette évaluation, vont être invitées ou pas à soumettre en deuxième étape. Donc, il y a très peu de changements autorisés. Pour les partenaires, il y a quand même une possibilité de faire des changements. C'est décrit dans le texte de l'appel, dans le document 1 des call documents. C'est décrit avec précision. En gros, il y a deux partenaires, il y a deux changements possibles dans le consortium, que ce soit un ajout, une délétion ou un changement. Par contre, il faut toujours garder en tête le critère d'éligibilité, les critères d'éligibilité par agence de financement, s'assurer que tous les partenaires ajoutés entre la première et la deuxième étape sont bien éligibles à votre agence de financement, donc là, dans ce cas-là, l'ANR. Et ensuite, bien garder en tête le critère dont je vous ai parlé, qui est le critère sur les 3 pays participants, les 3 agences. Voilà. Merci Sophie. Et on a une autre question. Bonjour, un partenaire d'un pays non éligible, exemple du Canada, peut-il faire partie d'un consortium dans la mesure où celui-ci respecte les autres critères? Alors, un pays non éligible, alors il y a plusieurs manières d'impliquer un pays non éligible, soit l'impliquer en tant que partenaire autofinancé dans le projet. Donc là, il aura à soumettre une lettre de soutien sur la plateforme en ligne qui va bientôt être disponible. Soit la deuxième option, c'est d'être sous-traité par un partenaire. Là, par exemple, dans ce cas-là, ça peut être un partenaire français. Donc là, c'est envisageable tant que ce n'est pas des activités de recherche à proprement dit pour le projet. Ça pourrait être de la sous-traitance, par exemple, je ne sais pas moi, pour du séquençage ou pour de la publication, de la communication. Enfin, il peut y avoir différents cas. Il faut garder en tête le critère, cette règle à l'ANR où la sous-traitance ne doit pas dépasser 50% du montant total de l'aide. Mais là, on pourra y revenir pareil en troisième section. Voilà. Merci Sophie. Une autre question. Le terrain peut-il se faire dans un pays non européen? Par exemple, Madagascar, Mozambique, etc. D'accord. Oui, c'est là où peut-être Claire pourra m'aider à compléter la question. C'est oui. Par contre, je précisais que le site d'étude doit dépasser un seul pays. Donc là, on vous invite à avoir plusieurs sites d'études, que ce soit dans plusieurs pays, mais pas forcément les pays participants. C'est bon pour toi, Claire, pour cette réponse? Oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Sophie. Voilà, merci. Alors, une autre question. Quel lien avec le dispositif européen de coopération interrégionale, la stratégie macro-régionale de l'UE, Baltique, Alpes, DG Régio? C'est là où, Claire, tu pourras peut-être m'aider sur cette question-là.
Oui, je pense, enfin, je vois bon, deux niveaux de réponse. Il y a qu'est-ce qu'il peut y avoir comme synergie entre Biodiversa Plus et puis ces stratégies qui sont mises en place au niveau de l'Union européenne. Donc, comme on le disait, dans le cadre du partenariat, on a vision à s'inscrire dans le paysage global. Donc, il peut y avoir des synergies qui se créent avec ces initiatives pour éviter de la duplication des efforts. Et après, au niveau de vos projets, par contre, il peut aussi arriver que vous ayez des synergies à mettre en place avec des projets qui sont financés dans le cadre d'autres initiatives, notamment sur, par exemple, des projets au niveau régionaux qui peuvent être financés par des fonds structurels. Et dans ce cas, vous avez en fait toute une partie dans les propositions. Vous pouvez également préciser quelles sont vos synergies avec des projets existants ou comment est-ce que vous allez également, comment votre projet se base aussi sur les résultats de ces projets, comment vous comptez interagir avec ces projets. Donc, si c'est une implication de votre projet par rapport à des projets existants, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant dans votre proposition. Merci. On a une autre question. Est-ce que les thématiques des prochains appels à projets vont varier? Vas-y Claire, vas-y, je t'en prie. Alors dans Biodiversa, globalement, oui, on lance des appels à projets thématiques avec des thématiques qui diffèrent. Vous voyez, sur les 10 derniers appels à projets de recherche, on peut avoir des thématiques qui parfois se sont recoupées, mais globalement, on était sur des thématiques différentes. Et donc, les thématiques des appels à projets seront connues au fil de l'eau. En général, on préannonce les appels et leurs thématiques aux alentours de l'été pour un lancement des appels à peu près là, à la rentrée, septembre-octobre. Et là, dans le cadre des prochains appels, la thématique du prochain appel est connue. Ce sera un appel sur les questions de surveillance de la biodiversité, donc de biodiversity monitoring. Voilà, et les thématiques des appels suivants seront par contre dévoilées plus tard. Merci. On a une question sur l'éligibilité. On pourra la garder peut-être pour la prochaine session de questions-réponses. Et une autre question. Bonjour, y aura-t-il un nombre maximum de projets auxquels une même personne ou même équipe peut participer? Alors, déjà au niveau de l'appel, la seule contrainte est que le coordinateur ne peut être coordinateur que dans une proposition. Après, il n'y a pas d'autres règles au niveau de l'appel. Au niveau de l'ANR, il n'y a pas non plus de règles précises à ce sujet. Donc, c'est envisageable. Par contre, il faut noter, et c'est là où vous aurez plus d'informations sur le règlement financier, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de cumul des aides pour un même projet et que votre projet ne doit pas être identique. Mais là, Juliette reviendra un peu plus en détail sur ça à la prochaine session. Merci Sophie. Et peut-être qu'on peut prendre une dernière question. Peut-on impliquer les agriculteurs? Seront-ils sous-contractants ou peuvent-ils être partenaires? Alors là, je pense que le mieux, c'est de nous contacter pour développer un peu la question. On vous donnera l'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter. En fait, l'ANR finance les acteurs de la recherche, que ce soit privé ou public. Ça peut être des associations, des sociétés commerciales, des organismes de recherche, des EPIC. Pour les agriculteurs, et étant donné que ils n'ont pas forcément des activités de recherche à proprement dit. Il y a une possibilité, par contre, de sous-traiter, mais là, c'est là où il faut se rapprocher de votre organisme à vous pour vérifier que vous êtes en capacité, que l'organisme est en capacité de sous-traiter les agriculteurs. Voilà. Et après, peuvent être partenaires. Du coup, ça serait partenaire autofinancé, mais c'est là où peut-être Claire, tu peux compléter par rapport aux partenaires autofinancés. Après, c'est assez libre, mais après, c'est assez libre pour les partenaires autofinancés. Après, c'est à vous de voir s'il y a un réel avantage à afficher cet agriculteur ou ces agriculteurs ou cette association d'agriculteurs en tant que partenaire autofinancé pour avoir une plus-value pour votre projet. Mais n'hésitez pas à nous contacter pour ce type de questions.
Et je pense que vu que la question vient de la même personne, pour tout ce qui est parcs nationaux, régionaux, bah, c'est un peu la même réponse. C'est si ce parc national et régional réalise une partie d'activités de recherche ou est en soutien d'activités de recherche, c'est envisageable d'être éligible. Et pareil, le mieux, c'est de nous contacter pour qu'on vous donne plus d'informations. Et après, sinon, ça peut être pareil, soit une possibilité de sous-traitance ou de partenaires autofinancés. Voilà. On a une autre question, mais c'est aussi sur l'éligibilité. Oui, je pense qu'on peut y revenir On la garde pour la prochaine section et on passe à la présentation. Là, on va laisser la main à Juliette et on pourra répondre à vos questions dans la en deuxième partie, après cette session. Ok, merci beaucoup Sophie. Bonjour à tous. Donc Juliette Bétus, chargée de projet scientifique à l'ANR. Donc je vais vous présenter les règles d'éligibilité et de financement applicables aux porteurs français. Donc les équipes doivent être internationales, donc selon des critères qui vous ont été décrits par Sophie dans la session thématique constitution des consortia. Mais chaque agence finance les partenaires qui dépendent de sa tutelle. C'est-à-dire que l'ANR financera tous les partenaires français impliqués dans les équipes. Ensuite, chaque partenaire est tenu de respecter les règles d'éligibilité et de financement prescrites par son agence de financement nationale ou régionale, en plus de respecter les règles d'éligibilité et de financement communes à toutes les agences impliquées dans le partenariat. Donc, si vous êtes français, il faudra respecter non seulement les règles d'éligibilité et de financement communes, mais également les règles spécifiques à l'ANR. Dans le cas où un partenaire ne respecterait pas les règles prescrites par le partenariat ou celles qui lui sont prescrites par l'agence dont il dépend de financement, le projet dans son ensemble sera considéré comme éligible et ne pourra pas être évalué par le comité d'évaluation. Donc, attention notamment en cas d'ajout de partenaires. Les règles des différentes agences impliquées dans le partenariat seront mises à jour et consultables sur le site de Biodiversa très prochainement, donc à l'adresse qui s'affiche sur la diapositive biodiversa.org/1938. Diapo suivante, s'il te plaît, Sophie. Ok. Donc là, vous avez les deux documents qui font foi en matière de réglementation pour les porteurs dépendant de l'aide financière de l'ANR. Donc, c'est le règlement financier qui décrit les modalités d'attribution de l'aide financière avec des descriptions notamment des organismes éligibles au financement, des coûts admissibles, des dispositions spécifiques, etc. Et pour ce qui concerne les modalités de participation à l'appel, c'est un document qui décrit les règles communes, mais aussi les règles spécifiques à l'ANR. Et donc, on vous invite à consulter aussi pour mieux préparer votre proposition. Diapo suivante, s'il te plaît, Sophie. Merci. Donc, le caractère unique d'une proposition, ça a été abordé à l'instant en répondant à l'une de vos questions, qu'il n'est pas autorisé de soumettre deux propositions très similaires ou identiques dans le cadre d'un même processus d'évaluation. Donc, le caractère semblable entre deux projets est établi lorsque ces projets, dans leur globalité ou en partie, décrivent des objectifs principaux identiques ou résultent d'une simple adaptation. Et cette définition est tirée du règlement financier. De la même manière, un même projet, dans sa globalité ou en partie, ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget de l'ANR en faveur d'un même bénéficiaire. L'ANR ne finance pas les coûts de projets déjà financés ou appelés à être financés par d'autres fonds publics, en particulier sur les crédits des fonds européens structurels et d'investissement. Donc à ce titre, l'ANR se réserve le droit de ne pas allouer d'aide à un même projet qui est appelé à bénéficier ou qui bénéficie déjà d'une aide octroyée par un autre financeur, notamment lorsque le financement de l'ANR n'est pas indispensable à la réalisation du projet. Les bénéficiaires et les partenaires sélectionnés pour financement transmettent annuellement à l'ANR une déclaration sur l'honneur de non-cumul et l'ANR se réserve le droit d'effectuer toute vérification nécessaire. En ce qui concerne le budget, comme indiqué, l'ANR n'attribue pas d'aide inférieure à 15 000 € et dans le cadre de cet appel, pas d'aide supérieure à 260 000 € ou 310 000 € dans le cas où le coordinateur du projet serait français. En ce qui concerne la composition du consortium, maintenant, selon le règlement financier, l'ANR est susceptible de financer les deux types de bénéficiaires identifiés par la réglementation européenne, que sont donc les organismes de recherche et de diffusion de connaissances et les entreprises.
La qualification ne dépend pas du statut juridique, de droit public ou privé ou du but poursuivi, lucratif ou pas. L'élément déterminant est l'exercice d'une activité économique, c'est-à-dire toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. Mais selon le document décrivant les modalités de participation au call, pour que la proposition de projet soit éligible, le consortium doit impliquer au minimum un partenaire de type organisme de recherche public ou assimilé, donc comprenant les entités de droit public exerçant une activité de recherche et ou d'enseignement, et celles de droit privé exerçant une activité de recherche et ou d'enseignement ayant un établissement et une succursale en France, à l'exception des sociétés commerciales. C'est-à-dire que c'est une mention qui précise qu'un consortium composé uniquement d'entreprises n'est pas éligible, même si les entreprises peuvent faire partie d'un consortium. Voilà. En outre, je voulais peut-être juste ajouter, parce que ça a été demandé dans le webinaire précédent, si la dimension de genre était à prendre en compte, donc elle ne sera pas prise dans l'évaluation, donc elle ne fait pas partie des critères d'éligibilité, même si vous êtes évidemment invité à les prendre en compte quand c'est pertinent dans votre façon de penser vos projets. Voilà, merci beaucoup. Et donc, on peut passer peut-être aux questions aussi. Peut-être que je peux revenir sur la question, la question qui était posée, est-ce que les îles Féroé sont-elles éligibles? Là, il faut s'assurer que les îles Féroé sont bien éligibles, mais à ce moment-là, il faut contacter l'agence du Danemark participant pour s'assurer que c'est envisageable. En tout cas, le Danemark et l'IFD, l'agence de financement, participent à cet appel. Donc, c'est eux qu'il faut contacter. Voilà. Après, juste pour dire un petit mot, on disait que les recherches pouvaient se faire également en outre-mer. Et c'est là où on veut quand même préciser que, que tout partenaire d'outre-mer français est bien évidemment éligible aux aides ANR. Donc, vous pouvez très bien impliquer un organisme venant de Guadeloupe ou de Martinique, enfin tout. C'est bien évidemment éligible. Merci Sophie. On a une autre question. La durée des projets de 3 ans est-elle commune à tous les pays ou bien un pays peut-il exiger une durée plus courte? Elle est commune à tous les pays. Elle est commune à tous les pays parce que les équipes sont multinationales et donc ça, pour le coup, ça tombe sur les règles communes, la durée du projet. Un consortium ne peut pas continuer le projet avec un partenaire supprimé qui serait sous le coup de règles nationales qui ne prescrivent pas les mêmes durées. Donc, les durées sont communes, de 36 mois. Oui, c'est ça. C'est pour faire en sorte que les projets, que les équipes de recherche impliquées par projet aient plus ou moins les mêmes dates de début et de fin, étant donné que comme précisé par Juliette, c'est un projet transnational. Ok, merci Juliette et Sophie. On a une autre question. Les pôles de compétitivité et clusters sont-ils éligibles? Les PCN nationales et régionales sont-ils éligibles? Donc, Alors là, ça c'est pareil. Le mieux, c'est de nous contacter pour que vous nous donniez les coordonnées exactes du pôle de compétitivité ou cluster. Théoriquement, si ils réalisent des activités de recherche, oui, ils sont éligibles. Et ensuite, pour les coordonnées du point de contact, on va vous les donner là à la fin, si je comprends bien votre question, on va vous les donner à la fin du webinaire. Et comme précisé par Juliette, vous pouvez trouver les coordonnées soit sur le site de Biodiversa, soit sur le site de l'ANR également. Merci. Une autre question. Quel est le taux de financement pour les entreprises françaises? Tu veux y répondre, Juliette? Le taux de financement pour les entreprises françaises, c'est-à-dire est-ce qu'on finance Oui, alors là, c'est au niveau du règlement financier. En fait, il y a différents taux de financement pour les entreprises françaises en fonction de en fonction des types de recherches réalisées et en fonction oui. D'accord, oui.
Oui, d'accord. Excuse-moi, je n'avais pas bien compris Non, pas de la souci. question. En Ok. fonction si c'est une Donc, PME ou une ouais, grande c'est entreprise. ça. Ok, Mm. d'accord. Ok. Donc, oui, les aides accordées par l'ANR aux entreprises, elles sont soumises à un plafonnement, donc exprimé en taux d'aide. Dans le domaine de la recherche fondamentale, le taux maximum pour les PME applicable au coût complet, c'est 45% des coûts admissibles. Dans la recherche industrielle, le taux maximum pour les PME, c'est 35% des coûts admissibles. Et dans la recherche industrielle, avec une collaboration effective entre entreprises ou entre une entreprise et un organisme de recherche, c'est 45% des coûts admissibles. Et dans le développement expérimental, 35% des coûts admissibles. Le taux maximum pour les grandes entreprises applicable au coût complet, c'est 30% dans la recherche fondamentale, 30% dans la recherche industrielle, 30% dans la recherche industrielle, avec une collaboration effective entre entreprises ou entre entreprises ou un organisme de recherche, et 25% dans le cadre de développement expérimental. Merci. Voilà. Et après, si vous voulez tous ces chiffres-là, vous les retrouverez dans le règlement financier. Exactement. Et si vous avez le moindre doute, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Mais on vous invite tout d'abord à prendre connaissance du règlement financier parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Et comme précisé par Juliette aussi, il y a les fiches pratiques. Oui, toutes les informations. Pour répondre à ce genre de questions, toutes les informations sont dans le règlement financier. N'hésitez pas à poser des questions. Là, on a un peu de temps. Donc, si vous avez la moindre question pratique pour tout ça, pour tout le règlement lié à l'ANR, voilà. Peut-être que je peux revenir sur donc le lien au règlement financier, vous le trouvez ici, comme indiqué ici. Et après, tout ce qui est modalités et règles de participation de l'ANR pour cet appel à projet, vous le trouvez ici sur ce lien-là. Mais pareil, on va faire en sorte de rendre disponible la présentation. On a une autre question. Le règlement financier est-il bien exactement le même que l'ANR générique ou bien est-ce qu'il y a des différences? Le règlement financier est applicable à tous les bénéficiaires d'une aide financière de la part de l'ANR. Donc oui, c'est le même que celui qui s'applique aux bénéficiaires dans le cadre d'une sélection, dans le cadre de l'appel à projet générique. Les différences se trouvent plutôt au niveau des éligibilités, disons, conditions à remplir juridiques, qui sont par exemple décrites dans le guide du déposant ou dans le plan d'action qui s'applique, il y a des dispositions spécifiques, mais le règlement financier, il est applicable à tous les bénéficiaires. Oui, là, la particularité et que Juliette a déjà énoncé, c'est qu'il y a des plafonds par projet pour les équipes françaises. Et il y a ce critère le critère qu'a décrit Juliette. Mais après, le reste, c'est vraiment le règlement financier qui fait foi, en tout cas. Il reste quelques minutes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va passer à la partie conclusion. Je vais juste attendre 1 ou 2 minutes, le temps que vous ayez le temps de taper vos questions. Et juste, je sais que vous demandiez le contact. Vous pouvez avoir le contact pour contacter l'ANR, soit en tant que point de contact ANR ou point de contact du secrétariat d'appel. Pour le coup, vous avez de la chance, c'est le même contact. C'est cette adresse générique qui est affichée là, le biodiversa.cs@agencerecherche.fr, si vous avez le moindre doute. Je pense qu'on peut passer à la partie conclusion. Donc, comme précisé ultérieurement, au niveau des informations générales, il y a beaucoup de ressources disponibles à lire donc attentivement avant de contacter le secrétariat de l'appel ou les points de contact nationaux, régionaux.
Donc, tout d'abord, comme précisé avant, il y a le document général qui s'appelle le Call Documents, que vous pouvez télécharger à l'adresse suivante, qui contiennent toutes les informations sur le texte de l'appel, les formulaires de pré-proposition et de proposition complète. Pour information seulement, parce qu'il va y avoir la soumission va se faire en ligne sur le site de l'EPSS qui va être très prochainement disponible, soit d'ici la fin de semaine, soit début de semaine prochaine maximum. Il y a toute une checklist pour les porteurs. Il y a tout ce qui est politique de données, les critères d'évaluation, donc le document 6 dont je vous parlais. Il y a toute la politique sur les conflits d'intérêts et confidentialité qui est présente aussi dans ce document. Après, pour les règles des agences, donc pour les règles ANR, vous les trouverez sur le site de l'ANR. Elles sont maintenant disponibles sur le site de l'ANR. Donc, ce document dont vous parlez, Juliette, les modalités de participation pour les porteurs demandant de l'aide à l'ANR. Et pour toutes les autres règles, ce qui peut être aussi important pour vous, notamment quand vous êtes coordinateur, elles vont être disponibles très prochainement sur le site de Biodiversa. Il y a également tout un FAQ, donc toute une liste de questions-réponses un peu traditionnelles qu'on vous invite à regarder parce qu'il y a souvent des questions qui reviennent assez souvent. Donc, on vous invite à regarder cela. Elle sera mise à jour prochainement aussi pour prendre en compte toutes les questions que nous avons reçues pour ce webinaire général, notamment du 12 octobre. Voilà, donc la prochaine grosse échéance pour vous en tant que porteur, c'est la date limite pour la soumission en ligne de la préproposition, donc qui est obligatoire, qui est à rédiger en anglais, à soumettre donc sur ce site de soumission qu'on appelle le PSS, donc le 30 novembre 2021 à 15 h, donc heure de Paris. Donc là, on vous invite aussi à faire attention aux différents décalages horaires avec les différentes équipes, parce que toute soumission après 15 h ne sera pas possible. Voilà. Après, concernant le calendrier, juste pour vous donner une vue d'ensemble, donc il y aura ce 30 novembre la date pour les prépropositions. Vous recevrez les réponses vers la mi-février. Donc les candidats sélectionnés ou pas recevront cette réponse vers mi-février. Pour ceux qui sont invités, ils seront invités à soumettre une proposition détaillée, complète, pour le 14 avril 2022, également à 15 h heure de Paris. Et ensuite, donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la première étape, il y aura un comité d'évaluation. Et sur la seconde étape, ce sera une éligibilité, bien sûr, éligibilité par le secrétariat de l'appel et par les différentes agences de financement. Et ensuite, pour la deuxième étape, il y aura aussi une vérification rapide de l'éligibilité. Donc là, pareil, si vous ajoutez des partenaires, on vous invite à vraiment vérifier l'éligibilité de ces partenaires avant de soumettre la proposition détaillée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si c'est un ajout d'un partenaire demandant une aide à l'ANR. Et ensuite, donc, les propositions complètes seront évaluées à la fois par des experts externes et un comité d'évaluation qui classera ces propositions. Et ensuite, ces projets, en suivant strictement le classement proposé par le comité d'évaluation, seront recommandés pour le financement par le comité de pilotage. Et ensuite, les résultats seront communiqués pour la deuxième étape vers fin septembre 2022. Tout ça pour un démarrage des projets, donc des équipes, entre le 1er décembre 2022 et le 1er avril 2023. Pardon, je reviens sur cette salle. Donc, on vous remercie vivement pour votre participation. On vous souhaite vraiment un bon courage pour la préparation.
On se tient à votre disposition. Donc, pour plus d'informations sur l'appel, vous avez la possibilité de les consulter sur le site de Biodiversa. C'est là où vous trouverez les listes les plus à jour concernant toutes les règles des agences nationales, régionales et les pays participants et les agences participantes. Et également sur le site de l'ANR pour trouver les modalités de participation de l'ANR. Voilà, donc on vous invite aussi, si vous n'avez pas vu, à visionner le replay du webinaire du 12 octobre. Nous mettrons en replay aussi ce webinaire car il a été enregistré. Donc pour les points de contact, donc pour le point de contact ANR et le point de contact du secrétariat de l'appel, je vous ai donné l'adresse, donc c'est cette adresse-là, la première adresse des points de contact. Ensuite, pour tous les points de contact nationaux, régionaux, qui sera disponible prochainement, qui sera disponible dans le document qui sera en ligne prochainement des règles des agences de financement nationaux, régionaux. Et après, pour tout problème technique concernant la plateforme de soumission, le PSS, vous trouverez l'adresse ici. Donc, en général, il s'appelle Tavi, il est très réactif. Et ensuite, en général, il y a très peu de problèmes avec cette plateforme parce qu'elle est assez facile d'utilisation. Mais n'hésitez pas à nous faire remonter toute question. Voilà, donc moi j'en ai fini pour cette partie. On vous remercie. On vous remercie. Je vois qu'il y a encore une ou deux questions. On a encore quelques minutes si vous souhaitez les poser. C'est encore possible. Oui, je peux peut-être poser une question qui est dans la Q&A, Sophie. Juste une précision, le financement total du projet, tout pays confondu, peut atteindre quel montant? Alors, il n'y a pas de règle. Là, je donnais juste cette moyenne de 1,2, 1,5 million d'euros, mais il n'y a vraiment pas de règle. Après, on vous invite à tous les... En fait, il y a déjà en ligne sur le site de Biodiversa la liste des agences participantes. Et ensuite, il est précisé ou pas si ces agences ont des plafonds par équipe nationale, régionale. Et ensuite, vous aurez le détail de ces plafonds par agence dans les règles qui seront prochainement soumises, les règles des agences de financement. Donc, il n'y a pas de règle au niveau de l'appel à projet quant à un plafond maximum. Donc, ça, c'est pareil, c'est à voir avec les règles des agences. Ok, merci Sophie. On a aussi une autre question. Un coordinateur doit-il être un personnel d'une équipe de recherche ou externe? Là, j'ai du mal à comprendre la question. Ce qui est sûr, c'est que le coordinateur doit être d'une agence, doit être éligible d'une agence de financement participant à l'appel et d'un pays participant, bien évidemment. Après, c'est en fonction, les règles sont différentes en fonction des agences de financement. Donc, ça, c'est assez variable. Peut-être, Claire, tu veux compléter sur ça, pour le coordinateur du... Non, oui, je suis Experte, d'accord. en fait, j'ai du mal à voir ce que ça veut dire. Donc, c'est là où, si vous voulez préciser maintenant ou si vous voulez nous contacter, on pourra vous aider plus amplement. On avait aussi une autre question. En tant que chercheur non permanent, puis-je apparaître nominativement dans le consortium? Oui, bien évidemment, vous pouvez. Il n'y a pas de. Au niveau de cet appel pour l'ANR, il n'y a pas de règle sur ça. On vous invite quand bien même à de vous assurer que vous pouvez, si par exemple vous êtes le partenaire, vous vous affichez en tant que partenaire dans le consortium, on vous invite à vous assurer que vous pouvez avoir un financement pour la durée totale du projet, bien évidemment. Pour ce qui est, si vous vous êtes affiché, si le chercheur non permanent est affiché dans les équipes, dans les team members, c'est-à-dire qu'il n'est pas affiché en tant que partenaire, mais en tant que
membre de l'équipe de ce partenaire, par exemple. Là, il n'y a aucune règle. Bien évidemment, vous pouvez afficher tous les membres d'équipe impliqués, qui seraient impliqués dans votre projet. Après, là, je vous parle pour l'ANR. Après, chaque agence a ses propres règles. Voilà. Je vois plus d'autres questions. Je pense qu'on peut conclure. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, Claire et Juliette, mais en tout cas, on vous remercie beaucoup. J'espère que ce webinaire vous a été utile. Donc, pour l'ANR, en tout cas, comme on précisait, c'est vraiment le règlement financier qui fait foi avec les modalités de participation françaises. Donc, n'hésitez pas à les lire attentivement et à nous contacter. On est bien évidemment disponible. Et surtout, n'attendez pas la dernière minute pour soumettre, si possible. On sait que vous êtes tous très occupés, mais c'est vrai que si vous avez des questions, c'est mieux de les poser quelques jours à l'avance pour qu'on puisse s'assurer qu'on puisse les traiter, parce qu'on est du coup point de contact aussi pour toutes les autres agences. Donc, on va recevoir quand même pas mal de questions. Donc, n'hésitez pas à bien les poser à l'avance et à bien consulter les documents à l'avance. Voilà. On vous remercie en tout cas. Merci beaucoup et bon courage pour la préparation de vos propositions. Merci. Au revoir. Au revoir.